Salut à tous. Bienvenue sur cette vidéo où nous plongeons au cœur des mystères et des réalités qui entourent l'une des familles les plus emblématiques de l'histoire américaine contemporaine, les Obama. Imaginez grandir sous les feux des projecteurs intenses d'une présidence, avec le monde entier scrutant chaque geste, chaque sourire, chaque décision. C'est précisément le destin qui a été celui de Malia et Sasha Obama, les deux filles de Barack et Michelle Obama. Ces jeunes femmes, aujourd'hui adultes et indépendantes, ont récemment levé un coin du voile sur des aspects surprenants de leur vie familiale, des révélations qui ont fait sensation et qui ont semé le doute dans l'esprit de millions de fans et de curieux. Pourquoi ont-elles choisi de s'éloigner délibérément du nom Obama, ce patronyme synonyme de pouvoir, d'inspiration et de controverse? Est-ce le signe d'un rift familial profond, de tensions inexprimées, ou peut-être même une réaction aux ombres persistantes des rumeurs d'infidélité qui ont plané sur leur père pendant des années? Ces questions ne sont pas anodines. Elles touchent au cœur de ce qui se passe vraiment derrière les portes closes d'une famille qui a vécu au sommet du monde politique. Dans cette vidéo exhaustive, nous allons explorer ensemble ces secrets longtemps tus en nous basant sur des interviews exclusives, des mémoires poignants et des analyses approfondies. Nous retracerons l'histoire de Malia et Sasha depuis leurs premières années à Chicago jusqu'à leur choix audacieux d'aujourd'hui. Nous décortiquerons les luttes intimes de Michelle Obama face à l'infertilité, les théories du complot absurde qui ont visé la famille et les ragots persistants sur les supposées liaisons de Barack. Et au-delà des scandales, nous célébrerons la résilience de ces femmes qui forent leur propre chemin, loin de l'héritage écrasant de leurs parents. Que vous soyez un admirateur inconditionnel des Obama ou un sceptique curieux, cette exploration vous révélera des facettes inattendues d'une saga familiale qui continue de fasciner le globe. Accrochez-vous, car nous allons voyager à travers des décennies de joie, de peine et de triomphe. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer. Et maintenant, embarquons dans cette odyssée. Les années formatées et l'adaptation à la Maison-Blanche. Plongeons maintenant dans les racines de cette famille extraordinaire. Tout commence à Chicago, cette ville vibrante et impitoyable qui a forgé le caractère de Barack Obama bien avant qu'il ne devienne une figure nationale. En 1992, Barack et Michelle se marient dans une cérémonie intime, entourés d'amis et de proches, loin des caméras et des intrigues politiques. Leur union, bâtie sur un amour profond et une vision partagée d'un monde plus juste, allait bientôt s'enrichir de deux petites filles qui deviendraient des icônes malgré elles. Malia Ann Obama, l'aînée, voit le jour le 4 juillet 1998, une date symbolique qui semble presque prédestinée pour une famille destinée à incarner l'esprit américain. 3 ans plus tard, le 10 juin 2001, naît Natasha Marion Obama, plus connue sous le nom de Sasha, apportant une nouvelle vague de joie et de chaos délicieux dans ce foyer naissant. Ces naissances ne sont pas seulement des événements familiaux. Elles marquent le début d'une ère où la vie privée des Obama va inexorablement se mêler à l'arène publique. À l'époque, Barack est encore un sénateur d'État ambitieux, jonglant entre ses responsabilités législatives et ses rêves présidentiels, tandis que Michelle, avocate accomplie et futur pilier de la communauté, équilibre carrière et maternité avec une grâce inébranlable. Leur maison à Chicago, dans le quartier de Conwood, est un havre de paix relatif, des dîners familiaux animés, des promenades au parc, des leçons de vie instillées au quotidien. Mais l'élection de Barack à la présidence en novembre 2008 change tout. Le déménagement à Washington D.C. en janvier 2009 n'est pas qu'un simple changement d'adresse. C'est une plongée dans un océan de protocoles, de sécurité renforcée et d'attentes écrasantes. La famille entière doit s'adapter à la Maison-Blanche, ce palais présidentiel qui, derrière ses colonnes imposantes, cache des couloirs labyrinthiques et une surveillance constante. Pour les petites Malia, alors âgées de 10 ans, et Sasha, 7 ans, ce n'est pas une aventure excitante sans nuages. C'est un arrachement à leur routine, à leurs amis d'enfance, à cette normalité qu'elles chérissaient tant. Afin de préserver un semblant d'éducation stable et de qualité, Barack et Michelle optent pour la Sidwell Friends School, une institution Quaker prestigieuse nichée dans les quartiers huppés de Washington. Cette école, fréquentée par les enfants de familles influentes, des Kennedy aux enfants de diplomates, offre un environnement progressiste axé sur la paix, l'égalité et la réflexion personnelle. Sasha y intègre la 2e année, tandis que Malia commence en 5e. Imaginez la scène, 2 fillettes, sac à dos sur l'épaule, escortées par des agents du secret service, entrant dans une cour de récréation où les jeux d'enfants se heurtent à la réalité d'un monde adulte impitoyable. Les médias guettent chaque sortie, les photographes capturent des instants volés, et les rumeurs fusent déjà sur leur adaptation. Pourtant, les Obama font le choix délibéré de normaliser leur vie autant que possible. Pas de traitement de faveur, des horaires scolaires stricts et des week-ends réservés à des activités banales comme le vélo ou les matchs de basket. Mais derrière cette façade d'équilibre, les défis s'accumulent. Le rythme effréné de la présidence, discours interminables,
crise internationale, négociations nocturnes, laissent Michel souvent seul aux commandes du foyer. C'est là qu'intervient une figure clé, presque mythique dans la saga Obama, Marion Robinson, la mère de Michel. Cette femme discrète, ancienne enseignante originaire de la South Side de Chicago, abandonne sa vie confortable pour rejoindre la famille à la Maison-Blanche. Pendant les 8 années entières de l'administration, de 2009 à 2017, elle vit avec eux, occupant une chambre simple dans l'LA. Son rôle? Bien plus qu'une baby-sitter grand-mère, elle est l'ancrage émotionnel, la gardienne des traditions familiales, la voix de la raison au milieu du tourbillon. Marion veille à ce que Malia et Sacha mangent des repas maison, fassent leurs devoirs sans excuse et maintiennent un contact avec la réalité au-delà des murs fortifiés. Dans ses mémoires, Becoming, Michel décrit avec tendresse comment sa mère a été le rempart contre l'isolement. Maman était là pour nous rappeler que nous étions d'abord une famille, pas une institution, écrit-elle. Marion, avec son humour pince sans rire et sa sagesse forgée par des décennies de labeur, intervenait sans hésiter. Si les filles rechignaient à ranger leur chambre ou à respecter les règles, elle lâchait « Hein, tu sais que ça ne change rien. Hein? Tes parents l'ont fait avant toi. Ne fais pas semblant d'avoir du pouvoir ici. » Ces anecdotes, partagées plus tard par Barack dans des interviews, humanisent une famille souvent perçue comme intouchable. Sans Marion, l'équilibre précaire de la Maison-Blanche aurait pu basculer. Elle n'était pas seulement une nounou, elle était la glu qui maintenait les Obama unis face aux tempêtes médiatiques et politiques. Au fil des ans, Malia et Sacha grandissent sous ce cocon protecteur, mais les pressions extérieures ne manquent pas. Les filles doivent naviguer entre les cours ordinaires et les leçons de vie accélérées. Comment ignorer les paparazzis? Comment gérer les amitiés éphémères influencées par leur statut? Comment rêver d'un avenir sans que le monde ne le dicte? Des sorties aux eaux de Washington deviennent des opérations logistiques, des fêtes d'anniversaire, des événements sécurisés. Pourtant, les Obama insistent sur l'indépendance. Pas de passe-droit académique, pas d'exploitation du non familial pour des opportunités faciles. Déjà à l'adolescence, Malia et Sacha montrent des signes de cette farouche autonomie qui les caractérise aujourd'hui. Malia, studieuse et artistique, se passionne pour le cinéma et l'écriture. Sacha, plus extraverti et athlétique, excelle en danse et en sport d'équipe. Leur scolarité à Sidwell Friends, avec son emphase sur les valeurs quakers comme l'intégrité et la simplicité, renforce cette éthique. Transitionnant vers l'université, les choix des filles reflètent cette quête d'authenticité. Malia opte pour Harvard en 2017, suivant les traces de son père mais en imposant ses propres règles. Elle vit hors campus pour plus d'anonymat, évite les événements mondains et se concentre sur les études en art visuel et en politique. Sacha, quant à elle, choisit l'Université du Michigan en 2019, un campus vaste et diversifié où elle peut se fondre dans la masse, avant de transférer à l'University of Southern California pour une formation en sociologie. Ces décisions ne sont pas anodines, elles symbolisent un premier pas vers l'émancipation, loin de l'ombre de la Maison-Blanche. Pendant ce temps, la famille navigue les eaux troubles de la post-présidence. Barack et Michel lancent leur production Iggy Grund, mais insistent pour que les filles tracent leur route seules. Cette partie de leur histoire met en lumière un thème récurrent, la famille Obama comme un bastion de résilience face à l'adversité. Croissance sous les projecteurs n'a pas été facile, mais elle a forgé des caractères d'acier. Marion Robinson, en particulier, incarne cette force tranquille, un rappel que derrière chaque grande figure publique se cache un réseau de soutien invisible. Et c'est précisément cette fondation qui permet à Malia et Sacha d'aujourd'hui de revendiquer leur distance du non-Obama, non par rejet, mais par affirmation de soi. Dans les sections suivantes, nous explorons plus en profondeur ces choix récents et les ombres qui les entourent. Le choix audacieux de l'indépendance, pourquoi Malia et Sacha s'éloignent du non-Obama. Maintenant que nous avons posé les bases de leur enfance tumultueuse, tournons-nous vers l'actualité qui a fait les gros titres, la décision délibérée de Malia et Sacha de prendre leur distance avec le non-Obama dans leur carrière naissante. Ce n'est pas un caprice passager, mais une affirmation puissante d'identité, un refus catégorique de vivre dans l'ombre de la célébrité parentale. Dans un monde où le népotisme est souvent la norme, pensez aux dynasties hollywoodiennes ou politiques, les filles Obama choisissent l'inverse, forger leur chemin à la force du poignet, sans le bouclier ou la malédiction du patronyme présidentiel. Cette résolution, révélée récemment par Barack lui-même, soulève des questions fascinantes sur la dynamique familiale, les pressions sociétales et le prix de la gloire. Tout commence à se cristalliser en octobre 2023, lors d'une interview podcast avec The Pivot, animée par les anciens joueurs de la NFL Ryan Clark, Fred Taylor et Channing Crowder. Barack, détendu et introspectif comme à son habitude, aborde le sujet avec une franchise rare. Ses filles, maintenant dans la vingtaine, Malia a 25 ans, Sacha 22, sont très sensibles à l'idée d'exploiter leur nom pour des opportunités professionnelles.
Elles sont têtues là-dessus, confie-t-il avec un mélange d'admiration et d'amusement. Ce n'est pas une surprise totale. Dès l'adolescence, les Obama ont inculqué à leurs filles l'importance de l'effort personnel. Mais en 2023, cela se concrétise de manière spectaculaire. Prenons l'exemple de Malia. Son premier grand projet, le court-métrage The Hat, qu'elle a écrit et réalisé, est sélectionné au prestigieux Sundance Film Festival en janvier 2024. Sundance, c'est le berceau des talents indépendants, l'endroit où des films comme Whiplash ou Little Miss Sunshine ont été lancés. Pour Malia, c'est une consécration méritée, mais au crédit, surprise, Malia Anne, sans un soupçon des Obama. Barack, dans l'interview, raconte sa réaction initiale avec humour. « Je me disais, tu sais, ils sauront bien qui tu es, non ?» Malia, inflexible, rétorque. « Justement, je veux qu'ils le regardent pour la première fois sans cette association. Qu'ils jugent le film pour ce qu'il est, pas pour qui je suis. » Ce choix n'est pas isolé, il reflète une philosophie familiale profondément ancrée. Barack explique que Michelle et lui ont toujours encouragé l'indépendance, mais que le défi pour eux est maintenant de leur donner de l'aide sans que ça ressemble à de l'exploitation. Imaginez la scène, un père ancien président, avec un réseau infini de contacts à Hollywood via IG Grun Productions, qui doit se retenir de décrocher un coup de fil salvateur. C'est un exercice d'humilité pour les parents, une leçon de lâcher prise. Malia, diplômée de Harvard en 2021, a déjà un parcours impressionnant dans le cinéma. Stage chez Donald Glover, assistante sur Swarm de Janine Habert et maintenant ce premier film acclamé pour sa sensibilité sur les thèmes de la perte et de la résilience. The Hat explore les fissures invisibles dans les relations familiales, un écho poignant à sa propre vie sous les projecteurs. Les critiques, sans connaître son lignage au départ, louent sa maturité narrative et sa direction d'acteur nuancée, précisément ce que Malia visait. Sacha, de son côté, suit une trajectoire plus discrète mais tout aussi déterminée. Après son diplôme de l'USC en 2023, elle s'oriente vers le secteur de la santé publique, avec un focus sur l'équité en matière de soins aux communautés marginalisées. Pas de Obama sur son CV LinkedIn naissant. Elle signe Natasha Obama dans les rares publications académiques, préférant que ses recherches sur l'accès aux services de santé mentale soient évaluées sur leur mérite scientifique. Dans une interview rare avec le Hollywood Reporter en 2022, Sacha confie « Je suis fier de ma famille, mais je ne veux pas que ça définisse mon travail. J'ai vu mes parents se battre pour chaque opportunité. Je veux faire de même. » Cette mentalité s'enracine dans leur éducation. À la Maison-Blanche, les filles devaient gagner leur argent de poche par des corvées, assister à des dîners d'État tout en apprenant la discrétion, et surtout, apprendre à séparer le privé du public. Mais pourquoi cette distance maintenant? Est-ce seulement une quête d'authenticité, ou y a-t-il des fissures sur la surface? Certains observateurs spéculent sur des tensions familiales. La post-présidence a vu Barack et Michelle se lancer dans des projets médiatiques massifs, livres, best-sellers, séries Netflix, discours à prix d'or, tandis que les filles, en pleine vingtaine, cherchent à éviter le piège du bébé star. Barack admet dans The Pivot que c'est dur pour nous de ne pas intervenir, soulignant une dynamique où les parents doivent naviguer entre fierté et frustration. Michelle, dans Becoming, évoque déjà ces défis. Comment élever des enfants qui ne se reposent pas sur vos lauriers, surtout quand le monde vous les tend sur un plateau? Et puis, il y a l'héritage racial. En tant que femme noire dans des industries dominées par le blanc, Malia et Sacha savent que le nom Obama peut être un atout autant qu'une cible. Utiliser Obama pourrait ouvrir des portes, mais aussi attirer un feu nourri de critiques racistes ou sexistes, comme celles que leurs parents ont endurées. Cette tendance n'est pas unique aux Obama. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large chez les enfants de célébrités. Pensez à Jane Fonda, qui a lutté pour échapper à l'ombre de Henry Fonda, ou à l'actrice Maya Hawke, fille d'Uma Thurman et Ethan Hawke, qui signent parfois sans nom de famille. Aux États-Unis, où la méritocratie est un mythe fondateur, refuser le népotisme est un acte de rébellion culturelle. Pour Malia et Sacha, c'est aussi une protection. En omettant Obama, elles se vaccinent contre les accusations d'opportunisme. Barack le résume bien. Nos filles font tout pour ne pas exploiter ça. Elles veulent que leur vie professionnelle reste séparée de la famille autant que possible. Pourtant, cette séparation n'est pas un rejet, c'est une évolution. Lors de Sundance, quand l'identité de Malia a été révélée post-projection, les applaudissements ont été encore plus sincères, preuve que son talent transcende le nom. Au-delà des carrières, cette distance se manifeste dans leur vie quotidienne. Malia vit à Los Angeles, Sacha à New York, et les apparitions publiques en famille sont rares. Pas de selfies Instagram obligés, pas de collaboration forcée. C'est un choix qui force l'admiration, mais qui interroge. Dans une ère de personal branding effréné, est-ce viable à long terme? Barack semble confiant. Elles sont têtues, mais talentueuses.
Elles y arriveront. Et Michel, dans des discours récents, célèbre cette indépendance comme la plus grande victoire parentale. Cette partie de leur histoire nous rappelle que la vraie force d'une famille n'est pas dans l'unité forcée, mais dans la liberté accordée. Tandis que Malia prépare potentiellement un long métrage et que Sacha avance dans ses études de santé publique, on ne peut qu'applaudir leur courage. Mais ces choix masquent-ils des douleurs plus profondes? C'est ce que nous explorons dans la partie suivante, avec les révélations intimes de Michel sur les débuts tumultueux de cette famille. Les ombres de l'infertilité et les révélations chocs de Michelle Obama. Passons à un chapitre plus intime et poignant. Les luttes cachées derrière les naissances de Malia et Sacha, telles que révélées par Michelle Obama dans ses mémoires Becoming, publiées en 2018. Ce livre, vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, n'est pas seulement un récit de gloire politique. C'est un témoignage brut sur la vulnérabilité humaine. Michelle y aborde un sujet tabou. Son combat contre l'infertilité, une fausse couche dévastatrice, et le recours à la fécondation in vitro, FIV, pour concevoir ses filles. Ces confessions, rares pour une figure publique aussi polie, ont brisé des silences et offert un baume à des millions de femmes en souffrance. Mais elles soulèvent aussi des questions sur le coût émotionnel de la perfection Obama et comment ces épreuves ont façonné la famille loin des caméras. Remontons à plus de 25 ans, dans les années 1990, quand Barack et Michelle, jeunes professionnels ambitieux à Chicago, rêvent de fonder une famille. Michelle, alors avocate à Sidley Austin, et Barack, fraîchement diplômé de Harvard Law, affrontent les rigueurs d'une carrière naissante. Ils essaient de concevoir naturellement, mais les mois passent sans succès. Nous essayons de tomber enceinte, et ça n'allait pas bien, écrit Michelle avec une simplicité qui tranche sur la narrative triomphante habituelle. La pression s'accumule. Rendez-vous chez le gynécologue, tests invasifs, nuit d'inquiétude. Puis, un matin, un test de grossesse positif illumine leur appartement. Joie explosive, projet d'avenir, un espoir palpable. Mais quelques semaines plus tard, le cauchemar, une fausse couche. Michel décrit la perte comme un anéantissement total, saignements abondants, visite aux urgences et un vide émotionnel qui la submerge. Ça a anéanti tout optimisme que nous ressentions, confie-t-elle. Physiquement affaiblie, émotionnellement isolée, elle se sent comme un échec. Je me sentais brisé parce que je ne savais pas à quel point les fausses couches étaient courantes. Cette honnêteté est révolutionnaire. En 2018, quand Becoming sort, les fausses couches sont encore un tabou. Une femme sur 4 les vit, mais peu en parle publiquement. Michel brise ce mur, soulignant la stigmatisation. On n'en parle pas. Les femmes souffrent en silence, croyant qu'elles sont défectueuses. Ces mots résonnent avec des lectrices comme Oprah Winfrey ou Gabrielle Union, qui partagent à leur tour leurs histoires. Mais pour les Obama, c'est personnel. La fausse couche exacerbe les tensions du couple. Barack, absorbé par sa campagne pour le Sénat de l'Illinois, est souvent absent. Michel gère seul le deuil, se sentant perdu dans un océan d'incertitude. Elle décrit des disputes larvées, des silences lourds et une frustration partagée face à l'impuissance. Pourtant, cette épreuve les rapproche. Ça nous a forcés à être vulnérables l'un envers l'autre, note-t-elle. C'est un pivot vers la résilience, une leçon que la perfection n'existe pas, même chez les Obama. Face à l'échec des conceptions naturelles, ils se tournent vers la FIV, une technologie alors émergente et coûteuse. La procédure est ardue, hormones injectables pour stimuler les ovaires, prélèvement d'ovules sous anesthésie, fécondation en laboratoire, implantation d'embryons. Chaque cycle coûte des milliers de dollars, un fardeau pour un couple modeste à l'époque. Michel, avec son humour caustique, dépeint les scènes cocasses. Pendant que mon mari attentionné était à l'Assemblée législative, j'étais seul à m'injecter des hormones dans les cuisses, transformant mon corps en usine à bébé. Seule dans la salle de bain, seringue en main, elle rit jaune de l'ironie, la femme qui plaide pour l'égalité des chances réduit à bidouiller son système reproductif pour atteindre l'efficacité maximale. Barack, maladroit mais solidaire, tente d'aider, mais c'est Michel qui porte le poids physique, ballonnement, saute d'humeur, rendez-vous interminable. Le premier succès arrive en 1998. Malia, née après un cycle FIV réussi. Puis Sacha en 2001, confirmant que la persévérance paie. Michel exprime une gratitude profonde. Elles étaient un cadeau né de notre détermination acharnée. Mais elle n'édulcore pas les ombres. L'infertilité laisse des cicatrices, une sensation d'impuissance qui hante encore. Dans des interviews post-livre, comme avec Good Morning America, elle révèle comment ces épreuves ont renforcé son militantisme pour la santé reproductive. J'ai vu trop de femmes souffrir en silence. Il faut en parler pour guérir. Pour la famille, ses fondateurs, Malia et Sacha, grandissent avec une mère qui valorise la vulnérabilité, un père qui admire la force féminine. Barack,
dans ses propres mémoires à Promised Land, évoque ces années comme un feu qui nous a forgés. Ces révélations ont un impact culturel immense. Becoming catapulte les discussions sur l'infertilité au premier plan. Podcasts, TED Talk, campagnes comme #ShareYourStory. Mais elles alimentent aussi des spéculations. Pourquoi tant de secrets pendant la présidence? Était-ce pour protéger l'image d'une famille parfaite? Michelle répond que c'était personnel, pas politique. Pourtant, dans un contexte où les Obama étaient scrutés pour tout, ces luttes intimes ajoutent une couche d'humanité à leur mythe. Et pour Malia et Sacha, savoir que leur existence est le fruit d'un combat acharné renforce leurs liens et leur détermination à tracer leur voie sans filet. Cette partie nous montre que derrière la façade glamour se cache une saga de douleur et de triomphe. Les Obama ne sont pas des super-héros, ils sont humains, faillibles, résilients. Et c'est cette authenticité qui rend leur histoire si captivante. Prochainement, nous aborderons les théories du complot les plus folles qui ont visé Michelle et comment la famille a survécu. Les théories du complot sur le genre de Michelle, mythe et réalité. Aucun récit sur les Obama ne serait complet sans aborder les recoins sombres d'Internet. Les théories du complot qui ont ciblé Michelle Obama, en particulier les rumeurs persistantes sur son genre. Depuis plus d'une décennie, des affirmations absurdes circulent, prétendant qu'elle serait une femme transgenre, une idée aussi infondée que toxique, alimentée par le racisme, le sexisme et la désinformation. Ces théories, qui ont culminé autour de 2014, ne sont pas innocentes. Elles reflètent les biais profonds d'une société encore aux prises avec l'idée d'une première dame noire puissante. Explorons leur origine, leur propagation, et comment Michelle et sa famille ont navigué ce poison numérique, transformant l'attaque en témoignage de force. Les racines de cette rumeur remontent aux premières années de la présidence Obama, mais elle explose en 2014, propulsée par Alex Jones, le magnate de l'extrême droite et fondateur d'Infowars. Jones, connu pour ses théories sur le 11 septembre comme « Inside Job » ou les armes à feu contrôlant les esprits, affirme que Michelle est en réalité Michael, un homme transgenre. Ses preuves? Un collage grotesque d'images, épaule large de Michelle soulignée en rouge, structure des mains analysées comme masculines, et des montages vidéo où sa voix est altérée pour sonner plus grave. Regardez ses pommettes, ses épaules, ce n'est pas une femme, hurle Jones dans une émission virale. L'article, vu des millions de fois, se propage comme une traînée de poudre sur YouTube, Facebook et Twitter, aujourd'hui X, avec des titres clickbait comme « Michelle Obama est un homme », preuves irréfutables. Les vues s'accumulent. Une vidéo seule dépasse les 5 millions, partagée par des comptes conspirationnistes comme QAnon naissant. Ce qui rend cette théorie particulièrement insidieuse, c'est son ancrage dans des stéréotypes raciaux et genrés. Michelle, athlétique et charismatique, avec son héritage de la Southside, bras musclé par des années de travail communautaire, posture assurée et forgée par le droit et la politique, défie les normes de la féminité blanche frêle. Point en conclusion, l'histoire des Obama est un tapisserie riche de triomphes et de tourments. De l'enfance protégée de Malia et Sacha à leurs choix indépendants, des luttes fertiles de Michelle aux complots absurdes, des rumeurs infidèles aux attaques religieuses. Malgré tout, leur résilience brille, une famille qui transforme l'adversité en inspiration. Pensez-vous que ces rumeurs naissent de biais raciaux ou d'une curiosité malsaine? Partagez en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'analyses profondes. Merci d'avoir regardé, jusqu'à la prochaine.